Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour, aujourd'hui on va aborder un sujet délicat mais essentiel. On va parler de la reconnaissance et de la réparation des violences sexuelles dans l'Église catholique ici, en France. Et pour ça, on va s'appuyer sur les analyses d'un collectif Voix libérée. L'objectif, c'est un peu de voir où on en est, les avancées, mais aussi ce qui coince encore, quoi. Oui, bonjour. C'est un sujet qui a énormément bougé ces dernières années, faut le dire, surtout avec deux initiatives majeures. D'abord la CIAZ, la fameuse commission indépendante sur les abus, et puis dans la foulée, l'INIR, l'instance qui s'occupe de la reconnaissance et de la réparation. Exactement. Le rapport Sauvé, celui de la SIAS, en 2021, ça a été un vrai séisme. Un vrai séisme. Il a mis des chiffres sur une réalité glaçante. Au moins 330 000 victimes depuis 1950. C'était la première fois en France qu'on avait une reconnaissance aussi officielle. Et surtout, le mot est important, systémique. Voix libérée le dit bien, l'effet a été comparable à ce qu'on a vu ailleurs, genre en Irlande ou en Australie. C'est ça. Et donc, suite à ce rapport choc, l'INIR a été créé. Son rôle, c'est vraiment l'écoute individualisée et aussi l'indemnisation. Et un point clé, vraiment clé, c'est son indépendance affichée par rapport à l'Église. C'était indispensable pour que les victimes puissent commencer à faire confiance. L'idée, c'est de se centrer sur la dignité, sur une forme de justice restaurative. On cherche moins à punir qu'à, réparer le mal fait, et si possible, le lien social qui a été brisé. Et d'ailleurs, beaucoup de victimes qui sont passées par l'UNIR soulignent la qualité humaine des échanges, ça revient souvent. Et cette démarche française, elle n'est pas isolée, hein. Elle s'inscrit dans un mouvement plus global. On pense à la Convention de Lanzarote, par exemple, du Conseil de l'Europe. Ou même au principe de l'ONU sur le droit des victimes à obtenir réparation. Absolument. C'est une tendance de fond. Et d'ailleurs, Voix libérée a recueilli des témoignages sur les effets de ces nouveaux dispositifs. Trois choses ressortent principalement. D'abord, un vrai apaisement pour beaucoup. Ce sentiment, enfin, d'être pleinement cru. C'est puissant. Ensuite, pour certains, ça permet une sorte de réhabilitation sociale. Reprendre contact, renouer des liens. Mais il y a aussi un côté plus sombre, non? Oui, et c'est le troisième effet. C'est plus douloureux. Pour certains, la démarche, elle rouvre violemment les blessures. Et c'est ça qui est frappant, cette dualité. Le soulagement immense d'être entendu et en même temps, le risque de raviver le traumatisme. Ça montre bien que ces parcours sont complexes et que l'accompagnement psychologique, c'est pas une option, quoi. C'est essentiel. Et sur la durée. Hmm, oui, je vois. Et pourtant, malgré ces structures, on sait que beaucoup de victimes, elles n'y vont pas. Pourquoi cette réticence d'après Voix libérée? Alors, les raisons sont diverses. Il y a une méfiance qui reste très forte envers l'institution. L'Église, la confiance n'est pas revenue partout. Loin de là. Il y a aussi la peur, tout à fait légitime, de la retraumatisation, devoir raconter, encore et encore. C'est épuisant, c'est douloureux. Oui, on imagine. Et puis, faut pas oublier, comme le montre une recherche récente que cite le collectif, que certains font un choix différent. Une réparation plus privée, en dehors des cadres officiels. D'accord. Ce qui nous amène au point suivant. Pour Voix libérée, il faut aller plus loin que l'indemnisation individuelle. Ils ont des demandes d'évolution? Exactement. Trois pistes principales se dégagent de leur réflexion. Premièrement, reconnaître ce qu'ils appellent les victimes secondaires. C'est-à-dire? Les proches, les conjoints, les enfants, la famille élargie, tout l'entourage qui subit aussi les conséquences, parfois dévastatrices, des abus. Et aujourd'hui, ces personnes-là, elles n'ont pas vraiment d'endroit où aller pour être écoutées, pour être aidées spécifiquement par rapport à ça. Donc, l'appel est clair. Il faut créer des espaces pour elles. C'est vrai que cet impact sur l'entourage, on en parle peu. C'est un point essentiel. Et la deuxième piste? La deuxième, c'est la mémoire collective. Pour Voix libérée, la réparation, ça ne peut pas juste être un chèque ou un dossier qu'on referme. Il faut que cette reconnaissance s'inscrive dans le temps, qu'elle soit visible, publique. Ça pourrait être des monuments, des plaques, pourquoi pas une journée commémorative. Ils ont une formule assez forte. Ne pas oublier est une forme de réparation. Hmm, intégrer la mémoire au processus de réparation. C'est une perspective intéressante. Et le dernier point? Le dernier point, c'est une dimension internationale. On sait bien, malheureusement, que certains abuseurs ont été déplacés d'un pays à l'autre, parfois par les congrégations elles-mêmes. Face à ça, une réponse juste nationale, ça suffit pas. Il faut une coordination, au moins au niveau européen. On pourrait s'inspirer de ce qui existait déjà, comme la commission pontificale, ou des standards mis en place, par exemple en Australie.
une approche plus globale, quoi. Donc, si on résume, la SIAZ et INIR, c'est clairement un tournant majeur. Ça a aidé beaucoup de victimes en France, c'est indéniable. Mais le chemin est encore long pour une réparation vraiment complète et qui s'inscrive dans la durée. Tout à fait. L'enjeu maintenant, c'est de passer d'une reconnaissance qui est surtout individuelle, centrée sur la victime directe, à quelque chose de plus, De plus collectif. et de plus pérenne aussi. Ça implique d'inclure les proches, comme on disait, d'ancrer cette mémoire dans la société. Et surtout, bien sûr, de renforcer la prévention pour que ça n'arrive plus. Ce qui nous laisse avec une question pour la réflexion peut-être. Au-delà des structures de réparation qu'on a évoquées, comment une communauté, qu'elle soit religieuse ou même la société civile, comment peut-elle intégrer durablement la mémoire d'un tel traumatisme, un traumatisme systémique? L'intégrer pour prévenir la répétition, oui, mais sans enfermer les personnes dans un statut de victime à vie. Quelle forme concrète pourrait prendre cette mémoire collective pour qu'elle soit à la fois respectueuse du passé et constructive pour l'avenir? C'est une question complexe et ouverte. Merci de nous avoir suivis pour cette discussion. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.